Bonjour à toutes et à tous, je suis avec quelqu'un que j'apprécie énormément en tant que fan des étoiles, que fan d'astronomie, Michael Gillon, qui est astrophysicien. Il est belge, on a des très bons scientifiques chez nous. Peut-être que tu pourrais te présenter. Oui, ben, je suis maître de recherche ici à l'université de Liège. Donc, je suis de recherche FNRS. Et ben, mon domaine de recherche, c'est la recherche et l'étude des exoplanètes, des planètes en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil. Et je suis à Liège depuis 2010. J'essaie de développer ce domaine de recherche en Belgique. Et je participe à différents projets. Et on a notamment le projet Trappist et Speculo, c'est deux projets au nom bien belge. Speculo, c'est totalement dédié à la recherche de planètes potentiellement habitables autour d'étoiles proches. Trappist, on a une partie exoplanète et on a une partie aussi étude des comètes. Alors en parlant de trappiste, on a une superbe vue d'artiste de Trappist 1E, comme tu l'as dit. Tout à fait, oui. Donc, bon voilà, moi en tant que fan d'astronomie, évidemment, quand j'ai découvert qu'on 7 planètes en une fois, c'était fabuleux. Donc, pour rappel, Michel Mayor et Didier Queloz, quand ils en ont découvert une, c'était déjà magique. Et 20 ans plus tard, en 2015, si je dis pas de bêtises, 2017. 2017, autant pour moi, on découvre 5-7 planètes, dont presque la moitié habitable. Comment ça se passe? Alors, potentiellement habitable, hein, donc Oui, faut rester prudent. Donc, on sait qu'on a. C'est hyper excitant, évidemment, cette découverte. C'est un système juste fabuleux. Ce qui le rend vraiment fabuleux, c'est que ces planètes, ben, déjà le système il existe, mais elles sont étudiables en détail. Et notamment avec des télescopes futurs tels que le télescope James Webb ou le télescope ABEX qui existera peut-être après, le télescope géant comme le LT, on va pouvoir étudier l'atmosphère de ces planètes, y chercher peut-être des traces chimiques de vie. Mais à l'heure actuelle, il faut quand même rester prudent. Ces planètes, on en a trois qui sont dans ce qu'on appelle la zone habitable, où elles sont dans la gamme de distance à l'étoile pour lesquelles on pourrait peut-être avoir de l'eau liquide sur la planète. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. On ne sait pas si elles ont une atmosphère, on ne sait pas si elles ont des conditions propices à la vie ou pas. C'est peut-être des corps tout à fait stériles. Mais ce qui est vraiment excitant, c'est qu'on va pouvoir les étudier. C'est plus juste des détections, ce sont des cibles pour des études détaillées par la suite. alors est-ce que tu peux brièvement nous expliquer quelles seront les révolutions apportées par ces merveilles technologiques que sont James Webb qu'on voit là, le LT qui sera pour moi le plus bel endroit du monde, le désert d'Atacama, celui qui écoute les étoiles, et après Abex, télescope sur lequel j'ai beaucoup lu pour mon prochain roman. Bah, à l'heure actuelle, on détecte des exoplanètes de tout type, mais les seules qu'on peut vraiment étudier en détail, notamment au niveau de la composition de l'atmosphère, ce sont des planètes géantes, très chaudes, proches de l'étoile, ou alors des planètes qui sont loin de l'étoile, mais vraiment beaucoup plus massives que Jupiter, plus lointaines de l'étoile que Jupiter. Donc ce sont des corps qui n'ont rien d'habitable, rien de similaire à la Terre. Et là, avec ces télescopes futurs, on va vraiment faire un saut en termes de potentiel instrumental. On va pouvoir étudier des corps beaucoup plus petits, beaucoup plus froids, et y compris des corps qui ressemblent à la Terre en termes de masse, de taille, de température et peut-être d'habitabilité. Et on se rapproche avec ces télescopes géants de la question, de la question est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. On a la réponse qui pourrait être à portée de main. Et ça fait des siècles qu'on s'interroge sur cette question. Et là, on a enfin peut-être une réponse qui arrive. Et ça va passer vraiment par l'étude de la composition atmosphérique de planètes potentiellement habitables, dans l'espoir d'y détecter des traces chimiques de vie, ce qu'on appelle des biosignatures. Comme sur Terre, on a de la photosynthèse qui produit énormément d'oxygène qui s'est accumulé dans l'atmosphère. On peut imaginer détecter des molécules issues de métabolisme, d'un métabolisme ou d'un autre qui se sont accumulées dans l'atmosphère d'une exoplanète. On ne peut pas aller sur ces exoplanètes, mais on peut étudier, on va pouvoir bientôt étudier ces planètes en détail grâce à la lumière qui nous vient de leur étoile. Alors, évidemment,
se pose tous cette même question, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Tu as brièvement introduit le sujet. Notre compatriote qui est belge également, Julien Dewey, a dit lors de sa conférence: trébucher sur la vie ailleurs est inévitable. Stephen Hawking lui-même en est convaincu, il en est tellement convaincu qu'il a même parfois peur d'envoyer un message aux extraterrestres de peur qu'ils viennent nous voir. J'ai pour ma part lu une étude d'un autre astrophysicien qui prétendait qu'il y avait au moins 36 exotères où la vie intelligente telle qu'on la connaît est quasiment certaine. On connaît tous l'équation de Drake qui vise à calculer les nombres de civilisations avancées ou du moins dans la Voie lactée, parce qu'évidemment à l'échelle des autres galaxies c'est impossible. Dans notre conversation, avec étonnement, tu m'as dit que tu étais un peu plus prudent sur la question. Oui, on a un ensemble de connaissances qui pointent, qui suggèrent que la vie pourrait être très fréquente à l'échelle de l'univers. Ça, c'est tout ce qu'on peut dire. On sait que les molécules, l'eau par exemple, qui est un élément indispensable à la vie sur Terre, telle qu'on la connaît, elle existe partout dans l'univers. Et il y a sans doute, à l'échelle de notre galaxie, des milliards de corps qui abritent de l'eau liquide quelque part à leur surface ou sur leur surface. On sait que les molécules organiques, qui sont les briques de la vie telle qu'on la connaît, elles sont partout aussi dans l'univers. On les trouve dans l'espace interstellaire, elles doivent exister aussi dans les systèmes planétaires autour des autres étoiles. On sait que pratiquement toutes les étoiles de notre galaxie abritent un système planétaire. Donc ça fait énormément d'endroits qui pourraient avoir les conditions et les briques nécessaires à l'existence de la vie. Maintenant, on ne comprend pas très bien comment la vie est apparue sur Terre. Donc, il faut quand même rester prudent et se dire que même si on a tous les ingrédients, ça ne veut pas nécessairement dire que la vie apparaît comme ça systématiquement. Donc, il y a peut-être des événements improbables qui sont arrivés lors de l'émergence de la vie sur Terre, qui ne vont pas forcément se produire partout. Et puis, si on parle de vie simple, bactéries, je suis très ouvert à la possibilité qu'elle existe, elle est très très fréquente dans l'univers. Maintenant, pour ce qui est de la vie complexe, il ne faut pas oublier que sur Terre, les formes de vie complexes, elles sont apparues après presque 3 milliards d'années, pendant lesquelles il n'y avait que des formes de vie très simples. Et donc, la majorité de l'histoire de la vie sur Terre, c'est des formes de vie très simples. Et donc, il est possible, si on prend cet unique exemple qu'on a, il est possible qu'il y ait des événements nécessaires qui prennent du temps à se mettre en place ou qui sont très improbables, qui vont jouer le rôle de filtre et qui vont faire que seulement une toute petite fraction, peut-être des planètes habitées, vont voir des formes de vie complexes se développer. Et puis si on va plus loin, si on va vers l'intelligence et l'intelligence technologique, capable de voyager peut-être entre les étoiles, là il est possible qu'il y ait encore beaucoup plus de filtres que l'évolution. On sait que l'évolution darwinienne, elle est stochastique, aléatoire, elle va dans toutes les directions, elle essaie des tas de solutions, et elle a un caractère chaotique, imprévisible. Donc la solution intelligence très développée et technologie, c'est peut-être une solution qui va être sélectionnée de manière très peu fréquente en fait, à l'échelle de l'univers. Donc je suis très ouvert, très optimiste quand même sur l'existence d'autres biosphères dans la galaxie. Maintenant, plus on se rapproche de l'hypothèse, il y a des formes de vie technologiques qui existent à foison dans l'univers, plus je suis prudent. Mais je pense que c'est une prudence quand même teintée d'optimisme. Alors, justement, d'un point de vue un peu plus émotionnel, quand on découvre une exoplanète ou carrément un système entier, quand on regarde vers les étoiles, quand de plus en plus on se dit qu'il y a taux de probabilité d'en découvrir, est-ce que c'est pas un peu frustrant de voir ça de la Terre, de ne pas pouvoir y aller? Et alors la sous-question évidemment, et si un jour on arrive à avoir la certitude qu'il y ait de la vie ailleurs, est-ce qu'on pourra y aller avec la technologie actuelle? Bon, pendant notre conversation, tu m'as parlé de la fusion nucléaire, je suis un astrophysicien qui s'appelle Roland Lehoux qui avait parlé de l'antimatière, il y a d'autres possibilités. Ton avis?
À l'heure actuelle, notre technologie, elle nous permet à peine de voyager dans le système solaire, dans notre environnement très proche. Par contre, aller vers une autre étoile, aller explorer un autre système planétaire, même de manière en envoyant une sonde, donc sans envoyer l'être humain, parce que là c'est vraiment des science-fiction pure, mais envoyer une sonde vers un autre système planétaire, bah, avec notre technologie actuelle, ça prendrait des dizaines de milliers d'années. Donc ça reste du domaine de la science-fiction. Mais la technologie se développe. Je pense en effet qu'une fois qu'on maîtrisera la fusion nucléaire, on aura une technologie qui nous permettrait d'envisager d'envoyer des sondes vers d'autres systèmes planétaires. Maintenant, il y a la réalité économique aussi. Est-ce que ce sera quelque chose qu'on pourra vraiment envisager? Est-ce qu'il y aura la motivation pour se lancer dans ce genre de projets qui seront forcément extrêmement chers? J'ose espérer que oui. Et pour ce qui est de sources d'énergie encore plus exotiques, comme matière, antimatière, là, je suis encore un peu plus, je ne vais pas dire sceptique, mais prudent. Je pense que si ce genre de choses survient, ce sera sur des échelles de temps très très grandes. Déjà, l'exploration d'autres systèmes planétaires in situ, via des sondes, hein, je pense que là, on parle en siècles, forcément. Ça peut pas être plus. Il ne faut pas imaginer que ce sera dans 100 ans, ce sera peut-être dans un millénaire. Je ne vois pas ça dans un futur très proche. Et puis, avoir des technologies encore plus développées, voilà, je pense que c'est imprévisible en fait. Il y a le développement de la physique théorique aussi qui pourrait nous surprendre. Si on regarde ce qu'on sait actuellement, nos théories établies actuellement, des voyages à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, c'est pratiquement impensable. Mais au-delà, c'est carrément possible. Mais on peut toujours être surpris, donc il faut rester ouvert d'esprit. Mais en tant que scientifique, il faut aussi rester prudent. Et donc, je suis optimiste, mais à long terme, sur le voyage. D'accord. Alors évidemment, des questions, on en a des milliards, mais le temps nous est compté. Dernière question en parlant de temps, justement. En 2017, j'avais lu cet article dont Ben Tippett, un physicien, stipulait qu'on pouvait remonter le temps. Il avait basé ses travaux sur la théorie de la relativité d'Einstein en courbant l'espace-temps. Peut-être ton avis là-dessus? Mon avis, c'est que la relativité générale, c'est un ensemble d'équations dont certaines solutions s'appliquent à notre univers et peuvent expliquer la gravitation en fait. Donc peuvent expliquer le mouvement des corps les uns par rapport aux autres dû à l'effet de la gravitation. Maintenant, on peut obtenir des tas de solutions mathématiques d'un ensemble d'équations. Certaines n'ont pas forcément toutes une réalité physique là derrière. Donc le fait qu'une solution conduit à quelque chose aussi contre-intuitif que le voyage dans le temps, qui pose beaucoup de problèmes de causalité notamment, au niveau même logique, ne veut pas forcément dire que cette solution existe et est valable. Donc c'est intéressant, mais il faut bien se rendre compte qu'une théorie comme la relativité générale, ce n'est pas les rouages de notre univers, c'est la manière dont on comprend notre univers. C'est un modèle, c'est vraiment une représentation que le cerveau humain se fait de l'univers et qui colle bien avec ce qu'on observe, avec lequel on peut expliquer et prédire des choses. En gros, c'est un outil mathématique pour représenter notre univers. Ce n'est pas notre univers lui-même. Donc, tout ce qui sort de cet outil n'est pas forcément vrai. Donc, à nouveau, là, je serais assez... je suis même très sceptique quant à la validité de cette solution. Bon, on peut dire que la vie est courte et qu'il faut en profiter. Du coup, il n'y a pas vraiment d'autres solutions en ce moment. Je pense. C'est la meilleure conclusion qu'on puisse en tirer. En tout cas, Michael, un immense merci de nous avoir accueillis ici à l'Institut astrophysique de Liège. Merci également à Louis qui tient la caméra, sans qui cette rencontre n'aurait pas été possible. Et j'espère que dans un futur proche, on continuera à découvrir des nouveaux mondes, puisqu'on peut t'appeler un chasseur de mondes, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Voilà, avec mes collègues, mon équipe ici, et on chasse continuellement. Et puis, on en trouve régulièrement. On va continuer sur cette voie. Et on a la chance de faire, je pense, le plus beau métier du monde. Très beau métier, effectivement. Merci beaucoup et bon apéro à tous.